Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le thème de la santé mentale, initié par le préfet de la région Occitanie, le préfet Éric Pélisson, en charge de la lutte contre l'exclusion et en charge des solidarités. On est réunis aujourd'hui pour parler santé mentale et travail, et plus particulièrement comment rendre accessible et durable le travail pour des personnes concernées par des troubles psychiques ou des problèmes de santé mentale. Bienvenue à vous tous, vous vous connectez de la région Occitanie en nombre, mais pas que. Euh, voilà, on va passer 1 heure et demie ensemble. Soyez les bienvenus. On a la chance d'avoir aujourd'hui une belle équipe d'invités pour parler de cette question du travail et les enjeux d'insertion sociale et professionnelle. Il y a Pierre Beau qui a accepté de partager son parcours et de témoigner de son chemin de retour au travail. Il y a également Karen Xavier, Marie-Charlotte Jean, ainsi qu'Élodie Dupuis de la société Leroy Merlin, qui témoigneront de finalement comment elles ont abordé cette question du handicap psychique, mais surtout de l'intégration d'une personne concernée par des troubles psychiques. Et puis Cécile Dumange est job coach et elle nous parlera de l'accompagnement, comment on peut accompagner à la fois les personnes et les entreprises, les collectifs dans les entreprises dans la durée. Merci à vous 5 d'être là aujourd'hui. C'est une grande chance d'avoir votre parole et vos témoignages. On va vous écouter avec intérêt. Le webinaire, il va se dérouler en 3 temps. On fera un petit temps de rappel au début sur ce que c'est la santé mentale et les enjeux autour du travail, finalement, comment on articule les troubles psychiques avec cette question de l'emploi et du maintien au travail également. Puis, je donnerai la parole à chacun de nos 5 invités et vous aurez un temps, vous pourrez poser vos questions à la fin et on essaiera de répondre à un maximum de vos questions ou partage d'expériences. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les modère, on les prend en note et on les partagera à la fin. Voilà, comme on a énormément de choses à vous dire, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet et se faire un petit rappel sur les troubles psychiques, finalement ce que ça recouvre et l'articulation avec le travail. Pourquoi aujourd'hui on aborde la question des troubles psychiques par cette notion de santé mentale? Parce que finalement, on s'est aperçu qu'on a longtemps pensé ces questions de santé mentale comme quelque chose qui concernerait que des personnes qui font l'expérience de troubles psychiques et de maladies mentales. Et on a un peu occulté l'idée que finalement on avait tous une santé mentale. Et qu'on était fait d'une santé physique, mais aussi d'une santé psychique. Et que quand finalement on vient au travail tous les jours, on vient avec ces 2 dimensions de notre être. Et c'est vrai qu'en termes de messages de santé publique, on a beaucoup entendu de choses sur comment prendre soin de sa santé physique, notamment en termes de prévention, beaucoup moins comment prendre soin de sa santé mentale et comment la protéger dans la durée. C'est pourquoi l'OMS a beaucoup rappelé tous ces derniers temps, l'OMS c'est l'Organisation mondiale de la santé, qu'il ne fallait pas oublier cette dimension de notre santé qui était la santé mentale. La deuxième chose, c'est qu'elle nous dit quoi? L'OMS, que la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire, cette définition? C'est que la santé mentale, c'est d'abord un ressenti subjectif qui est propre à chacun. Voilà, il n'y a pas une façon d'être en bonne santé mentale. Il y a un ressenti qui nous appartient à chacun de nous et qui permet de nous réaliser dans la vie et qui va nous permettre d'avoir des ressources pour faire face aux difficultés de la vie. Donc, il ne s'agit pas de se dire « j'ai pas de problème et il n'y a pas de difficulté dans la vie ». C'est plutôt être en bonne santé mentale et avoir une santé mentale. C'est qu'est-ce que l'on a comme ressources et potentiel sur lequel on peut s'appuyer pour faire face finalement au chemin de la vie et considérant que la vie, elle nous met
au travers de notre route, parfois des obstacles qu'il va falloir que l'on surmonte. Cette définition, elle nous dit quoi d'autre? C'est que notre santé mentale, elle nous permet d'avoir des stratégies comportementales adaptées. C'est-à-dire qu'on est capable, grâce à notre santé mentale, de pouvoir ajuster nos comportements et de compenser, justement, de faire face à ces difficultés. Et puis, l'OMS nous dit que cette santé mentale, elle nous permet de prendre pleinement notre place dans la société, d'avoir une utilité pour les autres et de participer à un projet plus grand que nous, d'intérêt général, en tout cas, qui appartient à l'ensemble de la communauté. Donc, ce que vous voyez dans cette définition-là, c'est que la santé mentale, ce n'est pas une affaire de médecins uniquement. C'est l'affaire de la société tout entière, c'est l'affaire de chacun de nous, et on a chacun un rôle à jouer pour permettre, pour soi et pour les autres, de se maintenir en bonne santé mentale. Deuxième notion importante, c'est le fait que cette santé mentale que l'on a tous, elle est fluctuante. Elle fluctue en permanence entre un pôle positif, où on arrive à préserver et mobiliser toutes nos ressources de bien-être, de capacité à faire face aux enjeux de la vie et nos appuis autour de nous, et qui fait qu'il y a un ressenti de bien-être et de capacité à adapter son comportement, vers un pôle négatif qui, lui, est plutôt celui de l'expression d'une souffrance psychique et d'une difficulté psychique. On varie tous au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours de l'année, entre ces deux pôles-là. Simplement, pour chacun d'entre nous, l'intensité des ressentis va être plus ou moins forte. Il y a une gradation, il y a une variation, plus ou moins, l'écart va être plus ou moins important selon nos histoires de vie et notre personnalité. Ce pôle négatif, il peut se manifester par ce qu'on appelle de la détresse psychologique, qui est une détresse en fait souvent passagère et réactionnelle. C'est ce qu'on peut ressentir quand on perd un proche, quand on perd son travail, quand on se divorce par exemple, on peut ressentir une souffrance psychique, un désarroi, et ça se manifeste souvent par une souffrance associée qui peut être très importante. Quand la vie nous challenge un peu plus et qu'on perd ses ressources, on peut faire l'expérience de troubles psychiques. La différence par rapport à la détresse psychologique passagère, c'est que ça va s'installer plus durablement dans le temps, dans une intensité un peu plus importante, qui fait qu'on va éventuellement plus s'isoler, ça va plus impacter notre vie quotidienne, on va ressentir une anxiété forte, qu'on va avoir du mal à réfréner, qui va nous empêcher de faire un certain nombre de choses, par exemple. La particularité des troubles psychiques, c'est qu'éventuellement, ils peuvent faire l'objet d'un diagnostic quand on arrive à croiser un certain nombre de symptômes. Éventuellement, ça va nécessiter des soins dans le champ de la psychiatrie et de la psychologie. Et il va éventuellement y avoir une réponse thérapeutique et médicamenteuse associée à ces troubles-là pour essayer d'aider à vivre dans le quotidien. Et si ces troubles durent dans la vie et impactent durablement la participation sociale au quotidien, la capacité d'autonomie, la capacité à mener sa vie, on peut être reconnu comme étant en situation de handicap psychique et dans ce cas-là, bénéficier d'aide, de soutien, d'accompagnement pour mener sa vie quotidienne liée à une perte d'autonomie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde du travail, et notamment dans la vie quotidienne, comment on peut être en alerte sur le fait qu'éventuellement, on peut être en train de rencontrer, on peut aller basculer vers ce pôle un peu plus négatif de difficulté. Le premier signal auquel on peut être attentif, c'est le changement de comportement par rapport à un comportement antérieur, en fait. J'ai envie de dire, quelqu'un qui se lave 20 fois les mains par jour depuis qu'il a 5 ans et qui vit très bien avec, ça veut dire qu'il a réussi à gérer ça dans sa vie et qu'il n'y a pas de sujet. Par contre, quelqu'un qui ne s'est jamais lavé les mains particulièrement dans la journée, qui les lave quelques fois par jour et qui tout d'un coup se met à se laver les mains 50 fois par jour, là, ça doit être un signe qui alerte. Ces signaux, ils sont de quelle nature? Il y a tout d'abord tout ce qui est l'expression de la souffrance, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire
je me sens triste, je me sens découragée, qui voit tout sombre, qui se plaint d'une souffrance, d'une douleur, c'est quelqu'un qui potentiellement est en difficulté psychique. Il faut se sortir de la tête l'idée qu'il y aurait des gens qui seraient en souffrance psychique et qui utiliseraient ça pour être dans des logiques de manipulation, de chantage. Ou l'expression d'une souffrance est toujours une souffrance ressentie par la personne. Ça peut se manifester par des difficultés professionnelles. Donc, quelquefois, en fait, on fait des erreurs, on n'arrive plus à se concentrer, du coup, on n'arrive plus à organiser son travail, on peut se sentir débordé, donc on ne respecte plus les délais. Et puis, il y a tout ce qui est lié au comportement qui deviendrait inhabituel. Donc, il y a tout ce qui est peut-être parfois vestimentaire. Alors, soit ça peut être des problèmes d'hygiène, mais ça peut être aussi des changements de tenue, où tout d'un coup, on change complètement de style vestimentaire. Il y a aussi tout ce qui est lié à la perte de sommeil, et puis tous les comportements d'irritabilité, un peu d'agressivité, d'impatience, parce qu'on n'arrive pas à gérer, en fait. L'anxiété nous empêche, nous met en difficulté pour gérer les tensions inhérentes à la vie quotidienne et à la vie au travail. Tout ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on ressent tous, qu'on éprouve tous. Ce qui est important, c'est de mesurer l'intensité de ces signaux-là et la manière dont ça se répercute dans l'emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre santé mentale, elle est déterminée à la fois par des facteurs individuels qui sont liés à notre histoire, qui sont liés à notre éducation, qui sont liés à notre personnalité et éventuellement l'éducation que l'on aura eue et peut-être les événements de la vie, voire les traumatismes qu'on aura vécus, qui nous permet de développer des ressources personnelles ou au contraire d'être entravés dans nos ressources personnelles. Mais il y a beaucoup de notre santé mentale qui est liée à l'environnement, c'est-à-dire nos conditions de vie, nos conditions de travail, le fait de travailler ou pas, le fait d'avoir des ressources pour subvenir à ses besoins, d'avoir accès aux soins, le fait d'être dans un monde inclusif, non stigmatisant, où on ne va pas être discriminé du fait de ces troubles psychiques, est très déterminant, voire pour 60% dans notre état de santé mentale. C'est pour ça qu'on dit qu'on est tous concernés et qu'on a tous un rôle à jouer. C'est qu'on a un rôle à jouer pour permettre aux gens de se maintenir en bonne santé mentale, au collectif, à la société toute entière, de se maintenir en bonne santé mentale. Quelques points de repère sur le nombre de personnes concernées. On estime qu'une personne sur 5 dans la population active est concernée par des troubles psychiques ou une maladie mentale qui impactent sa vie quotidienne. Donc, c'est énorme. C'est pas du tout un phénomène qui est marginal. On considère même qu'à l'échelle de la vie, une personne sur 4 au cours de sa vie fera l'expérience de troubles psychiques qui vont avoir des conséquences sur sa vie quotidienne. Dans le monde du travail, on estime que un salarié sur 2 se considère en mauvaise santé psychologique, avec une surexposition des femmes à ce ressenti négatif de santé psychologique. Et on sait aujourd'hui que c'est la première cause des arrêts maladie de longue durée et la deuxième cause des arrêts maladie de courte durée. Donc, ça pose des vraies questions au monde du travail de manière générale, aux entreprises, administrations et organismes publics, de savoir comment on fait pour pouvoir rester au travail, revenir au travail, quand bien même il y aurait des moments où on est entravé par notre santé mentale pour venir travailler. Et puis, 80% des salariés considèrent la santé mentale comme un enjeu préoccupant, c'est-à-dire qu'il y a un désir, un souhait. Il y a 85% des salariés aussi qui disent « Moi, j'aimerais pouvoir parler de ma santé mentale avec mon manager ». Donc aujourd'hui, c'est un sujet du monde du travail et du monde de l'entreprise. Ce qu'il faut ne jamais perdre de vue, c'est qu'on peut avoir des troubles psychiques, avoir un ressenti de grande souffrance psychique et que ça impacte fortement notre vie quotidienne et se rétablir de ces troubles psychiques. Se rétablir, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas forcément être guéri au sens de ne plus avoir de symptômes, mais c'est finalement avoir retrouvé son équilibre de vie, un chemin de vie, d'avoir intégré cette expérience-là du trouble, d'apprendre à se connaître et de retrouver pleinement sa place dans la société. C'est-à-dire retrouver une santé mentale telle qu'elle était définie, comme je l'évoquais en début de diapo,
c'est-à-dire avoir des ressources pour faire face aux difficultés de la vie, ressentir du bien-être et prendre pleinement sa place dans la société. Et on peut tout à fait retrouver cet état-là, quand bien même on aurait traversé des épisodes psychiatriques particulièrement douloureux. Se rétablir, ça passe par quoi? Par mener une vie qui a du sens. Mener une vie qui a du sens, c'est mener une vie qui est alignée avec ses valeurs, c'est une vie qui mérite d'être vécue, où on se dit, ça vaut la peine que je me lève tous les matins, ça vaut la peine que je m'habille, que je me mobilise pour les autres. Et donc ça, un des grands leviers de la vie qui a du sens, c'est le travail. Le travail a une place essentielle dans le processus de rétablissement. C'est aussi sa capacité à prendre soin de soi, c'est-à-dire quelles sont mes stratégies personnelles pour trouver mon équilibre de vie, quel est le soin que je mets en place, quelles sont les activités qui m'aident à bien vivre. Et puis, c'est tout ce qui est lié à la connaissance de soi sur le plan émotionnel, des compétences cognitives et relationnelles qui parfois peuvent être entravées par les troubles et la maladie. Et donc, tout ce qui va contribuer à se connaître, à anticiper éventuellement les effets de rechute ou de dégradation de sa santé mentale. Enfin, un des derniers leviers qui est décisif dans le processus de rétablissement et de transformation et de quête finalement d'une vie satisfaisante, c'est le soutien qu'on va pouvoir trouver dans ses proches, auprès de ses collègues, dans sa vie familiale et affective, mais aussi dans la société, c'est-à-dire dans mon quartier, dans mon immeuble, dans ma ville, sur qui, sur quoi je peux m'appuyer. Ça va être un levier fort pour se rétablir. Alors, pour terminer, 2 points. Le premier point, c'est qu'un des obstacles majeurs finalement au rétablissement d'une personne et notamment au rétablissement professionnel des personnes, c'est les stéréotypes et les idées reçues associées aux troubles psychiques au travail. Ce sont des barrières invisibles, malheureusement extrêmement efficaces, et il y a un enjeu collectif de déconstruire ces idées reçues pour faire tomber les barrières. Ces idées reçues, c'est quoi? C'est la santé mentale ne concerne pas le monde de l'entreprise, c'est-à-dire cette idée finalement un peu stéréotypée qui serait de dire quand on vient au travail, on laisse ses problèmes devant la porte et tout ça, c'est de l'ordre de la vie privée. On l'a vu dans les chiffres et ce que j'évoquais tout à l'heure, à quel point aujourd'hui il y a une attente qui est très forte et un besoin de parler de ces sujets-là parce qu'on vient avec notre corps physique et notre corps psychique au travail. Une deuxième idée reçue, c'est que finalement, on ne pourrait pas agir en prévention et qu'on ne peut rien faire en amont. Or, on peut créer, on a vu dans les environnements qui déterminent la santé mentale, on peut créer des environnements professionnels sécures psychologiquement s'il y a une liberté de parole sur le sujet, si on est attentif à la charge de travail, si on est attentif à la reconnaissance et au soutien qu'on peut apporter aux collaborateurs. Une des grandes idées qu'on entend dans le monde du travail reçues, c'est que finalement c'est lié à de la fragilité psychologique. En fait, personne n'est à l'abri de faire l'expérience de troubles psychiques et c'est même souvent plutôt associé à un engagement professionnel assez fort qu'éventuellement on peut mettre en risque sa santé mentale. Et puis il y a 2 idées reçues qui sont assez anciennes, qui évoluent un peu, mais on a encore besoin de les déconstruire. L'idée que ce serait la même chose, handicap mental et handicap psychique. Donc là, on a vraiment besoin de se rappeler qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle associée au handicap psychique. En revanche, quelquefois, il peut y avoir des difficultés de concentration ou des difficultés cognitives liées à la fatigue, en fait, ou éventuellement à des traitements médicamenteux. Et puis, enfin, il y a cette peur de la dangerosité. Et là, il faut se rappeler en permanence à quel point ce sont plutôt les personnes qui sont victimes de violence et de malveillance et qu'il n'y a pas de lien, de corrélation entre les personnes qui ont des troubles psychiques et le fait de commettre des actes criminels. Pour terminer, qu'est-ce qui est facteur d'accessibilité du travail et qui contribue à fabriquer un monde du travail plus inclusif et qui donc participe à une bonne santé mentale des salariés? Première clé, tout ce qui est de l'ordre du dialogue et de l'aller vers, c'est-à-dire que le grand sujet, c'est l'isolement
et le silence dans lequel les personnes se murent de peur d'être stigmatisées, discriminées. Donc, à partir du moment où on arrive à libérer la parole, c'est extrêmement soutenant. Il y a tout ce qui touche à la réorganisation du travail. Alors, attention, vous allez voir, on va en parler avec l'exemple de Pierre, mais ce n'est pas forcément des grandes réorganisations. C'est parfois juste des réorganisations d'horaires de travail ou de temps de travail. C'est souvent un des leviers les plus puissants. Et puis, c'est de mettre en place un management soutenant. Ça veut dire quoi un management soutenant? Vous allez nous en parler par la suite, mais c'est tout simplement d'ouvrir le dialogue avec la personne pour savoir de quoi tu as besoin pour travailler, quels sont les feedbacks dont tu as besoin, quelles sont les consignes qui te permettent de travailler de manière sereine et sécure. Si on parle de la posture d'accompagnement, qu'est-ce qui soutient le rétablissement durable et l'insertion durable de la personne dans cette logique d'accompagnement et de dialogue avec les salariés concernés par des troubles psychiques? Tout d'abord, l'espoir, c'est-à-dire ne jamais perdre de vue qu'une personne peut traverser des moments très difficiles et revenir au travail dans un processus de rétablissement. Tout ce qui est de l'ordre de l'écoute et de l'empathie. On souffre trop souvent de juger les personnes qui ont des troubles psychiques. Donc, c'est de retrouver de l'empathie de la même façon qu'on va être empathique avec son collègue qui revient de congé maternité ou d'un arrêt maladie, et de lui ouvrir une oreille et d'être à l'écoute éventuellement de ce qu'il a envie de partager de lui. La considération dans ses choix, ne jamais choisir à la place de la personne et toujours solliciter la personne dans l'apport de solutions. Et puis éventuellement tout ce qui est de l'ordre des conseils et du soutien qu'on va pouvoir lui apporter parce qu'il y a un enjeu de durée et éventuellement de connaissance des dispositifs qui existent et qu'on connaît pas très bien. Cécile va nous en parler justement durant ce webinaire de dispositifs d'accompagnement vers l'emploi extrêmement performants. Voilà pour cette introduction et ces petits rappels. On va maintenant donner la parole à nos invités et démarrer avec vous, Pierre. Vous allez nous parler de votre parcours et comment finalement vous avez retrouvé un équilibre de vie et repris le travail au sein de l'entreprise Leroy Merlin. Donc, merci déjà Pierre d'avoir accepté de témoigner. C'est un exercice qui n'est pas facile. On l'a préparé ensemble et ce que je vous propose, c'est de vous poser des questions et que vous puissiez me répondre pour parler de votre parcours. Alors déjà Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Bonjour, pour commencer, je m'appelle Pierre Legault, j'ai 35 ans, ouvrier paysagiste de formation initiale. J'ai repris mes études et obtenu un BTS assistant de direction. Aujourd'hui, je suis employé logistique chez Leroy Merlin à Villeneuve-les-Béziers, ceci depuis le 20 février 2023. Et alors, pourquoi vous avez accepté de faire ce webinaire, Pierre? C'est surtout pour montrer que l'on peut arriver à travailler comme tout le monde en ayant eu une santé mentale fragile. Un peu comme mon cas. Avant Leroy Merlin, j'étais ouvrier paysagiste durant 5 ans. À la suite de soucis de santé, je me suis retrouvé sans emploi. J'ai ensuite alterné les périodes de formation et d'intérim sans trouver de situation pérenne réellement. Ensuite, j'ai suivi une formation par correspondance de BTS gestion PME-PMI, lors de laquelle j'étais accompagné par un psychiatre, ce qui a permis de stabiliser mon état et de bénéficier d'emplois accompagnés suite au renouvellement de mon dossier à MDPH. Pierre, on a du temps. Vous pouvez parler tranquillement. Je sais que je vous ai stressé en vous disant on n'a pas beaucoup de temps et tout. Mais voilà, on est vraiment intéressé par votre témoignage. Prenez le temps, soyez tranquille, on vous écoute. Du coup, peut-être qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'accompagnement dont vous avez bénéficié? Mon projet de base, c'était de trouver un emploi administratif suite à ma formation de BTS. Mais avec Cécile, nous avons retravaillé mon CV et mes lettres de motivation et effectué des simulations d'entretien. Puis nous avons candidaté à diverses offres sans avoir de réponse réellement positive. Cécile m'a alors proposé de participer à une journée en duo à Leroy Merlin
pour me permettre de sortir un peu de chez moi et de découvrir notre secteur d'activité. J'ai pu découvrir l'ensemble des locaux et les activités de l'entreprise, apprendre un peu le métier de conseiller de vente, le tout accompagné de la bienveillance de l'équipe. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais ça, j'ai pris des notes, je lis un peu ce que j'ai préparé. Voilà. C'est génial. Et C'est après, super, Pierre. C'est intéressant, hein. On est juste, n'hésitez pas à ralentir un tout petit peu votre débit parce que c'est très riche et on ne voudrait pas perdre d'informations. ouais, ben, j'ai apprécié cette journée de duodé, à la suite de quoi un responsable de Leroy Merlin a alors proposé de me prendre un stage durant 15 jours en tant que conseiller de vente aux côtés d'Élodie Dupuis, avec qui j'avais effectué ma journée de découverte. Après cette expérience, ils m'ont proposé un CDD pour la saison haute et suite à 2 CDD de 2 mois, ils m'ont embauché en CDI. Au niveau de mon quotidien et des aménagements qui ont été mis en place, je m'isolais quelquefois, souvent à cause de dires de persécution. Voilà, je me sentais seul, un peu délaissé. J'ai réellement eu du mal auparavant à garder espoir lors de mes entretiens qui étaient improductifs. Le fait d'avoir retrouvé un travail m'a redonné un rythme et permis de me resocialiser un peu. Et grâce à la moche, je suis content de retrouver un salaire et de pouvoir réaliser mes projets, comme un éventuel projet immobilier. Pas encore, c'est dans les starting blocks, c'est pas encore bien prêt. Et concernant les aménagements, j'ai souvent 2 jours de repos d'affilée et la responsable prend le temps avant de me confier des tâches afin d'éviter tout stress et de faire d'être trop perdu, quoi, et de faire des bêtises, quoi. Et Ouais. alors, Pierre, qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme conseil? Mais le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut savoir accepter que l'on puisse nous tendre la main et faire confiance aux personnes qui nous accompagnent et sortir surtout de notre zone de confort pour pouvoir s'en sortir. Voilà. L'accompagnement de Cécile m'a permis d'avancer pendant les moments difficiles de la recherche d'emploi et d'accepter de décaler mon projet initial d'emploi administratif. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Ça va? Ça va, hein. C'est vraiment intéressant votre parcours parce que vous incarnez vraiment ce processus de rétablissement qui est de se dire, voilà, il a fallu revoir finalement l'organisation de votre vie, votre orientation professionnelle, où il y a eu des moments de découragement, vous n'y croyez plus. Et finalement, vous êtes remis en marche, vous avez eu cette opportunité et vous dites à quel point il y a un moment où le fait qu'on vous ait tendu la main vous a permis de déployer tout votre potentiel, vos compétences. Et aujourd'hui, on voit toute la place que vous avez prise chez Leroy Merlin et à quel point, voilà, finalement, les troubles, les symptômes se sont aussi aménuisés pour laisser la place à vos projets de vie, à vos projets de logement autonome et à votre autonomie. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Pierre. Bravo. C'est dur en plus de passer en premier, mais vous avez réussi brillamment. N'hésitez pas à poser vos questions et notamment vos questions à Pierre dans le chat. On prendra le temps d'y répondre. Mais on va tout de suite continuer à écouter les équipes de Leroy Merlin pour voir comment elles ont vécu de leur côté cette rencontre et qu'est-ce qui a été mis en place. Alors, je vous laisse la parole. Karen Xavier, vous êtes responsable des ressources humaines et vous allez nous parler de l'entreprise, son engagement et le contexte finalement dans lequel on a pu penser l'accueil de Pierre dans les équipes. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous donner la parole aujourd'hui. Je suis très heureuse de partager ça avec vous. Je suis Karen Xavier, donc assistante RH au sein du magasin Leroy Merlin de Villeneuve-les-Béziers. Ça fait maintenant 4 ans que je suis chez Leroy Merlin et 18 ans que je travaille en ressources humaines. Moi, je vais vous parler un petit peu plus de la politique handicap que l'on met en place au sein de Leroy Merlin. On a la chance d'être accompagné par une référente au siège, Céline, qui m'écoute actuellement parce qu'elle participe au webinaire. Donc, on est accompagné par Céline qui accompagne la totalité des magasins de Leroy Merlin sur le sujet notamment du handicap et comment on peut mettre en place des actions au sein des magasins. On a signé un accord handicap
au sein de Leroy Merlin pour développer essentiellement 4 axes. Donc, le premier, le maintien dans l'emploi. Ensuite, le recrutement, la sensibilisation et l'information. Et enfin, tout ce qui est lié au secteur du travail protégé. Tous les ans, on est sensibilisé, chaque magasin est sensibilisé à mettre en place un plan d'action avec des actions concrètes à mettre en place sur l'année sur ces 4 différents axes. Et notamment, donc pour faire le lien avec Pierre, on est animé également sur la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Et justement pour sensibiliser les collaborateurs au sein du magasin, mais aussi pour accueillir des personnes dans le cadre d'un duodé. C'est comme ça qu'on a pu rencontrer Pierre, mais aussi qu'on a pu découvrir le dispositif d'emploi handicapé, d'emploi accompagné, excusez-moi, que l'on ne connaissait pas du tout, et échanger justement avec Cécile sur le sujet parce que très souvent, les entreprises sont un petit peu perdues par rapport aux missions qu'on peut donner à une personne en fonction de son handicap et de ce qu'elle peut faire. Et le fait d'être aidée et soutenue par une structure d'experts, en fait, ça simplifie vraiment les choses et ça nous permet d'aller sur des sujets où on était un petit peu perdu. Et voilà, la relation la relation tripartite entre l'entreprise, Pierre et puis Cécile d'Emploi Accompagné nous a vraiment beaucoup aidé et ça a été une belle réussite. Donc on en est très fiers. Merci beaucoup, Karen, pour cet éclairage. Je crois qu'il y avait une question dans le chat. Peut-être qu'on peut y répondre tout de suite. Est-ce que vous pouvez juste rappeler les 4 axes de la politique handicap? Oui, bien sûr. Donc, il y a l'axe du maintien dans l'emploi, le recrutement, la sensibilisation et l'information, et tout ce qui est lié au secteur de travail du secteur protégé et adapté. Ce sont des axes assez classiques dans les entreprises qui mènent des politiques handicap. Merci Karen. Je vais passer maintenant la parole à Marie-Charlotte. Vous êtes chef d'équipe, chef d'un service et vous avez été finalement actrice sur la partie organisation du travail et management. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet aspect-là? Comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Marie-Charlotte. J'ai 34 ans et je travaille chez Leroy Merlin depuis maintenant 10 ans. Je suis manager d'une équipe logistique au sein du magasin de Béziers. Une équipe de 35 personnes à peu près pour vous donner un petit peu le contexte global de l'équipe dans laquelle travaille Pierre aujourd'hui. Concernant le handicap, moi j'ai été sensibilisée assez jeune sur l'handicap psychique puisque j'avais mon grand-père maternel qui était schizophrène et c'est vrai que moi je l'ai toujours vu, j'ai beaucoup admiré et j'avais pas cette peur du schizophrène comme tu as pu l'évoquer au début de ta présentation. Moi je le voyais comme un artiste et un poète, enfin voilà, et j'étais très admirative de sa culture générale globale, voilà. Donc j'étais pas, enfin voilà, quand à l'occasion du duodé, et Elodie vous le racontera dans son témoignage, hein, Elodie a fortement coopté la candidature de Pierre dans mon équipe à l'époque. Voilà, j'avais aucune appréhension, si je puis dire, à accueillir Pierre dans l'équipe. Et puis l'accompagnement de Cécile dans ce cadre-là, enfin Karen l'a évoqué, on a fait énormément de recrutement à l'ouverture du magasin de Béziers puisqu'il a à peine 3 ans. On n'a jamais bénéficié de recrutement comme ça personnalisé, j'ai envie de dire. C'est un luxe d'avoir une personne extérieure à l'entreprise qui connaissait déjà les compétences de Pierre, aussi très bien sa maladie et la difficulté qu'on peut rencontrer en tant que manager et recruteur dans le monde de l'entreprise, c'est comment ne pas dépasser le cadre légal pour
parce que ça peut être interprété comme de la malveillance et c'est pas du tout. Parfois on est maladroit, on veut pas. Et donc c'est vrai que Cécile a pu apporter tout ce côté rassurant. Moi j'avais pas besoin de savoir quelle était la pathologie de Pierre ou moi l'important c'est que Cécile elle me dise il est en capacité tout à fait de faire telle mission, et peut-être qu'il aurait pas osé me dire non à moi, mais et du coup Cécile disait, on disait Cécile ça tu penses que c'est ok et oui c'était ok, et donc Pierre nous disait aussi que c'était ok, mais au moins on avait plusieurs regards sur Pierre. Moi vraiment l'emploi accompagné ça a été exceptionnel pour ça. De plus on fait régulièrement un suivi, donc alors tout se passe bien avec Pierre, donc c'est vrai qu'on fait pas un suivi intensif, on fait des points d'étape trimestriels, mais je veux dire si demain Pierre avait le besoin de le faire beaucoup plus régulièrement, on serait tous en capacité. En général on le fait avec Karen, Cécile, Pierre et moi, parfois sans Pierre. C'est vraiment au souhait des besoins à la fois de Cécile, de Pierre ou de nous aussi. On n'est pas bridé sur ça. Comment on a adapté l'intégration de Pierre? Alors Pierre, il est rentré en plus dans une période saisonnière, puisque la saison chez Leroy Merlin s'étale de février à juin, la saison liée à l'activité du rayon jardin et des beaux jours en France. Et donc Pierre est venu d'abord en renfort, principalement sur une activité de mise en rayon, où suite à son stage il avait effectué au rayon quincaillerie avec Elodie, et donc dans un premier temps on a fait un emploi du temps adapté avec du mardi au samedi sur des horaires fixes de 6h à 13h et un poste de mise en rayon au rayon quincaillerie, sachant que dans l'équipe logistique on a une amplitude de 6h à 20h, on est ouvert du lundi au dimanche, et qu'en général mes équipes font soit le matin soit l'après-midi. Parfois le lundi elles font du matin, le mardi elles font de l'après-midi, elles n'ont pas de repos fixe. Donc on a commencé par stabiliser au moins ça pour pas créer du stress sur à quelle heure je travaille demain, quand est-ce que je suis de repos. Ça on a effacé ces petits stress là, parce que même dans mon équipe actuelle j'ai des loupés, parfois ça arrive. Ensuite, comment on a organisé le poste d'employé logistique chez Leroy Merlin. Il y a une dizaine de postes, une dizaine de missions différentes, de l'entrée de marchandises jusqu'à la sortie de marchandises. Et donc Pierre, pendant quelques mois, il est resté principalement sur une mission qui est la mise en rayon et le rangement des réserves. Et puis petit à petit, sans changer son emploi du temps, on l'a affecté sur des alors par exemple il faisait de la mise en rayon de 6h à 9h et de 9h à midi. Au lieu de faire ce qu'il faisait habituellement, on faisait du retrait, de la préparation de commandes de retrait internet ou de la préparation de commandes globalement. Mais petit à petit, en faisant des petites périodes. Et une fois que ça a été accueilli, on a basculé sur une semaine complète sur un autre poste et ainsi de suite. Au gré, bien sûr, en discutant avec Pierre de est-ce que ça lui va, ça lui convient. Je pense que j'ai un petit peu tout évoqué. Moi, j'ai pris aussi quelques notes. Et je sais que Claire, tu nous avais aussi demandé des petits exemples, et je voulais parler de Pierre dans l'équipe. Et c'est vrai que Pierre étant rentré via le duo D, c'est vrai que c'était pas un secret. Tout le monde savait qu'il avait bénéficié de ce dispositif, et donc il n'y avait pas de jalousie. Personne n'est. On a quand même une équipe qui est très bienveillante, et ça c'est vraiment la clé aussi pour pouvoir réussir une intégration, que ce soit une intégration plus classique ou une intégration comme celle de Pierre. Et donc moi j'ai quand même des collaborateurs qui sont venus me voir pour m'alerter de certains comportements envers Pierre, dont Pierre ne souffrait pas, mais parfois vu de l'extérieur, il s'entend très très bien avec une personne de l'équipe qui avait tendance qui lui parle tout à fait normalement, mais Pierre, tu sais de qui je parle, qui est assez speed, et puis et donc on m'avait dit attention, telle personne elle lui parle, et donc je trouvais ça intéressant que quelqu'un de l'équipe qui côtoie pas Pierre tous les jours, parce qu'elle travaille pas en binôme forcément avec Pierre, mais alerté. Donc après j'ai mis on
on a échangé à la fois avec Pierre et la personne concernée. Il s'avérait que c'était rien, mais tant mieux. Mais ça voulait dire que si ça avait été plus loin, voilà. En plus de l'accompagnement de Cécile, de Karen, ou d'Élodie, voilà, il y avait aussi les autres collaborateurs de l'entreprise qui étaient attentifs à l'intégration de Pierre. Voilà. On sent que c'est vraiment une affaire d'équipe. Oui, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Merci à vous. Il reste Élodie, qui donc, Élodie, vous avez été la personne qui a fait le duo-day, le fameux duo-day, avec Pierre. Peut-être que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est ce duo-day. Je pense que tout le monde ne connaît pas, et nous raconter comment vous l'avez vécu. Bonjour à tous, moi c'est Élodie, j'ai 33 ans, je suis conseillère de vente en quincaillerie depuis 6 ans à Leroy Merlin. Je me suis portée volontaire pour ce duo day, donc c'est une journée pour faire un vie ma vie sur mon métier avec une personne, voilà. Donc j'ai rencontré Pierre le jour du duo day. Alors je tiens à vous dire dès le départ, je ne savais pas du tout son handicap, et dès que je suis arrivée, pour moi il n'avait pas de handicap. Je l'ai trouvé particulièrement stressé ce jour-là, moi aussi, mais ça s'est bien passé. On a commencé par faire une présentation sur tous les services. On a fait vraiment le tour du magasin pour vraiment lui présenter le service client, la logistique. On a été dans les réserves, on a fait le tour du rayon et même pour le présenter à tous les collaborateurs. Ensuite, on est allé dans mon rayon et puis je lui ai expliqué toutes les allées, ce que je faisais, toutes les missions que je pouvais faire, parce que oui, je suis conseillère de vente, mais il y a bien d'autres missions comme la mise en rayon, l'inventaire, ranger, le facing. Voilà. Ensuite, on a fait un petit peu de pratique. C'est vrai que j'ai voulu le mettre en conditions réelles dans mon métier. Donc, c'est-à-dire que j'avais gardé de la mise en rayon pour qu'il lui, il en fasse aussi un petit peu, pour qu'il voie comment se repérer avec les produits. On a également fait du rangement, du facing, et même de lui-même, et ça j'ai apprécié fortement, c'est que de lui-même, il allait vers le client, à aider à le renseigner, et pourtant il connaissait rien. Et ça, j'ai vraiment apprécié ceci. Voilà. Pour moi, cette journée, elle a été vraiment très très complète. Je me suis même dit à la fin de journée, oh là là, c'est dommage, c'est déjà fini. Ça a été très, très enrichissant aussi. Et avec Pierre, j'ai beaucoup discuté, beaucoup échangé pour vraiment avoir un climat de confiance et qu'il se sente à l'aise. Et je l'ai beaucoup rassuré sur... parce que je le sentais très, très stressé. Donc, je l'ai beaucoup rassuré. Et en fait, ce qui a permis, c'est livrer beaucoup à moi sur sa vie privée, sur son handicap. Donc là, je l'ai su que son handicap. Et voilà. Sinon, je trouve que Pierre, même le premier jour, j'ai trouvé que Pierre, il était de très bonne volonté. Il est minutieux comme j'aime, parce que je suis quelqu'un de très carré, et voilà. Et je trouve que c'est une personne qui mérite vraiment un poste, parce que lui, il m'a expliqué vraiment qu'il avait du mal à trouver un emploi, qu'il fallait passer des entretiens, et malheureusement, à chaque fois, les entretiens, ils étaient négatifs. Donc, de ce fait, après cette journée qui était vraiment pour moi très, très bien et de toutes les qualités qu'il avait, j'ai proposé à mon responsable de proposer un stage à Pierre. Donc, on a reprogrammé un stage de 2 semaines, 2-3 mois après le duo day. Et après ce stage, du fait que je savais que Marie-Charlotte cherchait des CDD pour la haute saison, j'ai coopté Pierre parce que pour moi, il méritait vraiment sa place chez nous. Merci Élodie. Ce qui est vraiment précieux dans votre témoignage, c'est que on voit à quel point le dialogue a été un facteur de réussite. Finalement, vous vous êtes rencontrés, vous avez eu la chance de découvrir Pierre, et Pierre, vous avez eu un espace pour pouvoir parler en confiance. Et en fait, on voit que c'est dans cet espace-là que il y a moins de stigmatisation et que tout d'un coup, il y a du possible qui s'ouvre. Donc, merci beaucoup.
Sachez que le Duodès, c'est un dispositif qui est national, qui n'est pas propre à Leroy Merlin. Et l'idée, c'est que une personne en situation de handicap puisse venir travailler aux côtés d'une personne et qui est dans son poste de travail pour découvrir un poste de travail et inversement, éventuellement, que la personne salariée puisse découvrir un environnement plus spécialisé dans le monde du handicap. Donc, si ça vous intéresse, c'est au mois de novembre, chaque année. Vous pouvez faire ces expériences-là et c'est des formidables opportunités de rencontre et en fait de dédramatisation du sujet du handicap. Cécile, maintenant il est temps de reprendre tous ces témoignages. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir parlé finalement de la manière dont ça a pu se passer dans les équipes de Leroy Merlin. Et maintenant, on va laisser la parole à Cécile, qui est un peu la chef d'orchestre, en tout cas la facilitatrice de cette rencontre et qui est donc job coach au sein d'un dispositif d'emploi accompagné de la PSH 34 et qui a d'abord accompagné Pierre, puis Leroy Merlin et les équipes de Leroy Merlin dans le cadre de son intégration et notamment de son intégration dans la durée. Donc Cécile, comme toute l'équipe, a respecté les consignes à la seconde près. C'est formidable, tu as le temps d'expliquer à la fois ce qu'est l'emploi accompagné et comment ça s'est passé par rapport plus particulièrement à l'accompagnement de Pierre. On t'écoute. Bonjour à tout le monde et merci pour ce temps d'échange. Merci à tout le monde, là, Leroy Merlin, Pierre, d'avoir pu participer à ce moment d'échange qui est vraiment très chouette et d'entendre tous vos témoignages, ça fait plaisir. Donc moi je m'appelle Cécile Dumange, je suis job coach sur le dispositif de l'emploi accompagné dans l'Hérault depuis 2022. Donc je vais commencer effectivement par vous expliquer qu'est-ce que l'emploi accompagné, d'où ça sort. Et ensuite on reviendra un peu sur le parcours de Pierre, même si beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais pas trop répéter, mais je vais quand même dire ce que j'ai pu faire lors de cet accompagnement. Donc, pour vous contextualiser, l'emploi accompagné, c'est donc un dispositif national à visée médico-sociale qui a été créé par la loi 2016, la loi du plein emploi, qui disait, je cite, à favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, elle est financée par l'ARS, le FIP et la GFIP. Et elle est portée, nous, sur l'Hérault par 3 associations qui sont la PSH 34, qui est chef de file, FAIRE ESS et APF France Handicap. Donc, on a un rayonnement sur tout le département de l'Hérault et on accompagne, à l'heure d'aujourd'hui, 120 bénéficiaires, 120 personnes. Et on va passer à la fin de l'année à 180 personnes et ils sont accompagnés par 6 référents emploi accompagnés, bientôt 9. Un chargé de mission qui, lui, est plutôt sur l'aspect des relations avec les ESAT et les établissements du médico-social. Et un coordinateur pour toute notre équipe. Donc voilà, pour positionner un petit peu le contexte de l'emploi accompagné. Donc, quelles sont nos missions concrètement ? Donc, on va accompagner tout type de handicap, du handicap psychique, cognitif ou physique, vers et dans l'emploi. Donc, ça, c'est la particularité. Le vers, donc, c'était quand on a recherché l'emploi avec Pierre, et dans l'emploi, maintenant, c'est pour soutenir aussi les équipes de Leroy Merlin. Et on accompagne ces personnes uniquement vers le milieu ordinaire. Donc, ça, c'est par contre une obligation, c'est le milieu ordinaire. On peut après faire accepter aux gens que le milieu ordinaire, c'est peut-être compliqué et qu'il faut se décaler vers un milieu protégé, mais à la base, quand ils rentrent, c'est vraiment pour rentrer sur le milieu ordinaire. On vient aussi en subsidiarité des services publics de l'emploi, donc c'est-à-dire France Travail, Cap Emploi et la mission locale. On arrive vraiment en dernier recours sur l'accompagnement de ces personnes vers l'emploi. Et la grosse particularité, c'est qu'on n'a pas de limite de temps, c'est-à-dire que quand on signe un contrat d'accompagnement, on peut le renouveler tous les ans et c'est le bénéficiaire qui décide ou non d'arrêter cet accompagnement.
On est donc, comme je vous l'ai dit, un dispositif qui accompagne vers, donc ça va être des méthodes assez classiques de recherche d'emploi, refaire un CV, on va en parler un peu avec Pierre tout à l'heure, enfin sur la situation de Pierre, préparer un entretien d'embauche, mais on va être aussi là pour accompagner les entreprises. On peut faire de la sensibilisation en entreprise auprès des équipes. On peut voilà, pouvoir avoir des réunions ou des rencontres régulières pour pouvoir en fait faire rentrer une personne sur le dispositif et que ça se passe de la meilleure des manières. Moi, je dis toujours que je suis un peu le tampon entre l'entreprise et la personne, puisque parfois il peut y avoir un peu des peurs qui sont parfois bêtes, mais pour le salarié de demander des congés ou ce genre de choses, et finalement on peut être un peu facilitatrice à ce niveau-là. Pour pouvoir rentrer sur ce dispositif, il y a deux façons. Soit c'est une notification MDPH, donc quand les personnes remplissent leur dossier MDPH, ils peuvent demander une orientation, une notification plutôt emploi accompagné, et dans ce cas-là, ils rentrent sur le dispositif. Ou sinon, ça peut être une prescription du service public de l'emploi quand il voit son conseiller France Travail, Cap Emploi ou mission locale, et ils peuvent avoir cette prescription-là. On accompagne uniquement 20 personnes par référent, donc c'est très peu, ce qui nous permet d'avoir un accompagnement de proximité. Proximité au niveau aussi de l'espace, puisque on va au plus près de chez eux. La plus grosse problématique qu'on peut rencontrer quand même, c'est la mobilité et le fait qu'on puisse aller au plus proche de leur village. Nous, dans l'Hérault, on a des endroits qui sont bien reculés, ils n'ont pas de véhicule ou pas de permis, et ça va nous permettre d'aller au plus près de chez eux et de travailler ensemble la recherche d'emploi. On a aussi un accompagnement qui est fondé sur la méthode IPS. Donc en fait, c'est le pouvoir d'agir de la personne. Enfin, c'est l'un des 9 principes de cette méthode-là. Donc c'est le pouvoir d'agir. Donc on va vraiment faire en fonction de l'envie de la personne. Après, on va peut-être décaler ensemble, mais en tout cas, moi je dis toujours, je ne suis pas un médecin pour dire vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire ce métier-là. Et donc moi je vais aller au bout, et s'il faut qu'on se décale un tout petit peu, on se décalera un petit peu du projet. Je prends toujours l'exemple du pilote d'avion la personne qui me rencontre qui veut être pilote d'avion. En tout cas, j'ai pas le droit de dire tu pourras pas être pilote d'avion, mais peut-être que en faisant des stages ou en tout cas en allant voir un peu comment ça se passe ou rencontrant des pilotes d'avion, on décalera un petit peu le projet. Et finalement, c'était juste travailler dans un aéroport que la personne avait envie, parce qu'elle voulait être là à regarder des avions. Donc voilà, on est vraiment sur cette méthode-là. C'est un accompagnement qui est assez intensif et qui est vraiment en fonction de la personne, du bénéficiaire qu'on accompagne. S'il veut être accompagné une fois par semaine, il sera accompagné une fois par semaine. S'il veut qu'on soit là sur ses premiers jours d'embauche, on peut venir avec lui sur ses premiers jours d'embauche avec l'accord de l'entreprise. On fait vraiment tout en fonction de lui et de ses envies. On est aussi un gros lien avec les partenaires, puisque c'est un dispositif à visée médico-sociale. Donc en fait, on va balayer tous les freins que les bénéficiaires peuvent avoir pour le retour à l'emploi. Et parfois, ça peut être par exemple des dossiers de surendettement qui sont, un surendettement qui fait que la personne elle a du mal à se remotiver pour aller travailler parce que sa tête elle est prise que pour ça. Alors moi je dis toujours que je suis un peu le chef d'orchestre, et je vais l'aider déjà peut-être à régler ce problème de surendettement en trouvant les bons partenaires qui vont pouvoir l'aider correctement pour que nous on puisse travailler ensuite un retour à l'emploi de façon pérenne. Donc voilà, pour présenter le dispositif de façon assez rapide, puisque je pourrais en parler des heures, j'aime tellement ça et j'aime tellement cet accompagnement que je vais m'arrêter là. Et on va parler maintenant un peu plus de Pierre. Vous avez eu pas mal d'informations concernant Pierre. Donc Pierre, il est arrivé en même temps que moi sur le dispositif finalement. Il a commencé l'accompagnement en juillet 2022 et je suis arrivée en juillet 2022. C'est la première personne que j'ai accompagnée, donc c'est un très beau parcours. Et c'est pour ça aussi que je voulais le mettre en avant sur ce webinaire et que j'ai accepté de le faire pour lui redonner confiance aussi, puisque là c'est pour lui prouver en tout cas que son parcours est assez exceptionnel. Et donc Pierre avait comme projet à la base de travailler dans l'administratif. Il avait un BTS assistant en gestion PMI PME comme il vous l'a dit.
On a beaucoup travaillé au début sur ce projet-là. On a fait des lettres de motivation, refait des CV. On a été tous les deux se présenter sur des agences d'intérim auprès d'entreprises. On a travaillé un petit peu sa posture, puisque c'est vrai qu'on a fait beaucoup de simulations d'entretien d'embauche et essayé de travailler avec lui un peu la posture qu'il pouvait avoir, qui était parfois un peu à la cool devant le patron. Donc on a eu des bons moments de rire tous les deux, parce que c'était aussi assez drôle de lui dire non mais tu peux pas te positionner comme ça parce que ça va pas le faire. Et puis en fait bon, le temps avançait, on a eu pas mal de refus. Il a passé pas mal d'entretiens. Moi, j'essayais quand j'avais des salons ou ce genre de choses de donner la candidature de Pierre aux entreprises que je pouvais croiser. Mais bon, ça n'avançait pas. Il faut dire que nous, dans le Biterrois, enfin sur Béziers, on a quand même un secteur où les emplois administratifs sont assez bouchés, puisqu'on a plus de candidats que d'offres d'emploi. Donc voilà. Mais bon, on y a quand même cru. Et en fait, je voyais Pierre qui commençait à aller de moins en moins bien lors de nos entretiens. On avait quand même une relation de confiance assez importante, puisque ça faisait déjà plusieurs mois qu'on travaillait ensemble et que j'accompagnais Pierre, et je voyais vraiment dans son visage, même son visage changer. Et en fait, il a pu me dire que oui, ça devenait pesant, le fait les seuls rendez-vous qu'il avait, c'était avec moi, c'était pour aller faire les courses, et c'était en restant chez lui avec sa maman. Et donc en fait, voilà, ça commençait vraiment à peser. Je lui ai proposé de décaler un peu son projet, et c'est là en fait où on était sur la semaine de l'emploi et du handicap, et que j'ai vu ces fameuses journées du OD à Leroy Merlin, et il m'avait parlé à l'époque qu'il avait postulé à Leroy Merlin à l'ouverture du magasin, et que en fait il n'avait pas été retenu. Et je lui ai dit c'est pas grave, même si c'est pas tout à fait le même métier, on peut quand même aller voir, ça te fera du bien, ça te fera rencontrer du monde, et puis tu sais pas derrière ce qui peut se passer, peut-être que eux ils ont un poste d'employé d'assistant administratif, ou peut-être pas, et en tout cas tu auras vu un peu de monde. Donc après, s'en est suivi une journée hyper concluante. J'ai tout de suite été très très bien reçue par les équipes encadrantes de Leroy Merlin, qui m'ont donné des nouvelles de Pierre le lendemain, en me disant que ça s'était très bien passé, qui m'ont dit que s'il avait une possibilité de stage, en tout cas eux ils étaient ok pour le prendre. Pierre de là, je lui en ai parlé, il a accepté 15 jours de stage, 2 CDD, un CDI. Je crois qu'on a un parcours vraiment parfait pour Pierre. De là, ça s'est pas arrêté, puisque moi, quand il est rentré en CDI, la particularité, c'est qu'on peut rester, nous, dans l'accompagnement peut se poursuivre, et j'ai décidé, Pierre a décidé, parce que c'est lui quand même le maître de tout ça, de continuer l'accompagnement de l'emploi accompagné, et que je puisse l'accompagner sur son poste, pardon, je bug. Donc quand il était en poste, après j'étais plutôt un soutien autant pour les équipes de Leroy Merlin. C'est-à-dire que si elles avaient besoin qu'on se rencontre avec Pierre, sans Pierre, je pouvais être présente. J'ai toujours été présente et j'ai toujours répondu à leurs questions. J'ai jamais au début pas donné le handicap de Pierre. C'était vu avec Pierre, on n'en parle pas. Bon, après il savait qu'il avait une RQTH, mais on n'avait pas du tout envie il voulait pas évoquer son handicap. Donc ça, c'était en tout cas clair et net. Et puis ensuite, pour Pierre, je suis maintenant toujours un soutien, en fait. C'est-à-dire que si Pierre, il y a des moments où tout à l'heure, il nous parlait de ses délires un peu de persécution parfois, il est toujours un peu... je suis à son écoute. On se voit moins maintenant. On se voit à peu près une fois par mois, ou tous les mois et demi, où on fait des points téléphoniques. Et voilà, quand il a besoin, il a mon numéro de téléphone, on se voit, on reparle ensemble de... qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on dédramatise. Si c'est vraiment trop grave, j'appelle l'équipe de Leroy Merlin, on en discute, même si ça n'a jamais été le cas. Mais voilà, Pierre a besoin que je le rassure, donc ces temps d'échange aussi, c'est le moment où, quand je sens qu'il a vraiment besoin d'être réassuré, hop, un petit coup de téléphone derrière à Karen ou à Marie-Charlotte pour savoir comment ça se passe, et il est content d'entendre derrière que qu'il est bien, qu'il est très très bien vu dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment super. Pour conclure,
le maître mot, c'est que l'emploi, je pense, il est quand même vecteur du rétablissement. Ça, c'est très, très important. Concernant l'accompagnement qu'on peut avoir avec des personnes ayant des troubles psy, il est différent pour chaque personne qu'on rencontre. Malgré tout, je pense qu'il faut vraiment croire à ces personnes qu'on accompagne. Je pense que parfois les lancer rapidement dans le monde de l'emploi, c'est important par des stages, comme Pierre on a pu commencer par des stages, pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que en fait l'emploi c'est qui sont capables de le faire et que ça leur sort la tête de l'eau. Et puis vraiment, je répète, merci à Leroy Merlin, à l'équipe encadrante de Leroy Merlin qui, Marie-Charlotte a été fabuleuse dans l'accompagnement de Pierre. Elle s'est saisie vraiment seule de tout. Enfin, en plus, c'était une jeune manageuse, donc de tout l'accompagnement qu'elle a pu faire avec Pierre. Il y a beaucoup de choses où elle l'a fait toute seule et j'ai trouvé ça fabuleux, même si elle savait que j'étais en relais derrière s'il y avait quoi que ce soit. Et puis le plus gros des bravos, il revient à Pierre. Maintenant, notre prochain travail, c'est de pouvoir trouver une maison, d'aller habiter tout seul, de devenir autonome et de continuer sa vie. Et puis, on arrêtera l'accompagnement si tu en as envie. Mais en tout cas, voilà, je suis très très fière et je suis très fière de présenter cette situation aujourd'hui. Et bravo Pierre. Voilà. Merci beaucoup Cécile, merci à vous tous pour votre engagement qui est communicatif. C'est ressourçant de vous écouter tous les 5. Alors du coup, il y a énormément de questions. Il y en a peut-être une qu'on peut te poser, Cécile, tout de suite. C'est est-ce que tu es en lien avec les équipes de soins de Pierre? Et peut-être que Pierre, tu peux en dire un mot aussi. Comment tu gères ça de ton côté? Alors avec les équipes de soins de Pierre, pas en particulier. Ça n'a pas été évoqué. Par contre, sur d'autres situations, oui. C'est toujours au bon vouloir de la personne qu'on accompagne. Donc ça peut être possible. En tout cas, c'est dans notre rôle aussi de pouvoir être en lien avec les équipes encadrantes et les équipes de soins de Pierre. Concernant Pierre, il en parlera peut-être mieux que moi, mais lui, il ne ressentait pas le besoin, même si, je pense que si je lui avais demandé et si on aurait eu des moments de doute à certains moments, il n'y aurait pas eu de soucis de ce côté-là, parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a quand même une grosse relation de confiance tous les deux. Donc ça peut être notre rôle en tout cas d'être en contact avec eux. On ne s'interdit pas ça quand c'est nécessaire. Pierre? Oui. Tu veux dire un mot là-dessus? Comment... Je sais qu'il y avait une personne qui demandait si tu étais toujours accompagnée du côté des soins. Oui, je suis en traitement et je suis stabilisé parce que j'ai eu des périodes, comme une de persécution. Je m'isolais, je m'enfermais un peu. J'ai vu plusieurs psychiatres avant de trouver vraiment celui qui m'a bien compris et qui m'a su donner un traitement adéquat, vraiment ce qu'il faut. Et du coup, mon état est stabilisé, mais je suis en traitement, quoi, Voilà. Et tu gères ça dans ta vie privée. Voilà. Ok, alors on va prendre vos questions. Donc, si éventuellement vous pouvez préciser à qui elles s'adressent. Voilà. Pierre, quelles ressources personnelles avez-vous développées pour votre rétablissement? La confiance des collègues, la bienveillance, me resocialiser un peu, mais ouais, pas d'innover, mais je veux dire de sortir de mon cocon, c'est ce qui m'a permis de recréer du lien, de me dire que je suis pas seul et que tout va bien au final, quoi. Et je me demandais, Pierre, est-ce que vous avez bénéficié par exemple, de psychoéducation ou de ce qu'on appelle les soins de réhabilitation psychosociale? Non, mais un peu accompagné, je sais pas si Cécile fait, je sais pas si ça correspond au métier de Cécile, c'est elle qui m'a surtout sorti de mon cocon, quoi. Après, avoir un psychiatre, j'ai vu personne d'autre, quoi. Pour moi. C'est vraiment important ce témoignage parce que ça montre que le lien social, le travail, la reprise de confiance en soi, c'est soignant en fait, c'est thérapeutique, ça permet d'aller mieux. Parce
qui fait aussi qu'on ne va pas bien et qu'on se chronicise, c'est l'isolement, c'est le vide des journées aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir des troubles psychiques pour savoir qu'on ne va pas très bien quand on est toute la journée chez soi tout seul. C'est vrai. Ok. Une autre question. Avez-vous une liste des organismes qui peuvent accompagner le personnel des collectivités locales dans le cadre du travailler ensemble avec des collègues qui sont dans une situation de trouble psychique sous suivi médical? Alors, il n'existe pas, à ma connaissance, de liste des organismes. Cécile, tu me complètes si je me trompe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que par le FIPHFP, du coup le FIP, dont les collectivités locales dépendent, il peut y avoir des aides justement sur la partie sensibilisation, accompagnement des équipes. Et puis ensuite, il existe des structures indépendantes. Voilà. Moi, ça peut m'arriver d'intervenir dans une équipe qui a besoin d'être accompagnée, soit une personne a besoin d'être accompagnée, soit l'équipe a besoin d'être accompagnée, parce qu'effectivement, comme dit Cécile, ce qui est important, c'est la médiation, en fait. C'est d'aider au dialogue, parfois de pouvoir répondre aux questions, parfois de faire des entretiens tripartites. Donc, ça peut être aussi par la plateforme d'emploi accompagné du territoire. Cécile, tu veux peut-être dire un mot pour compléter ? Non, je connais pas de liste en particulier non plus. Effectivement, après, il y a des dispositifs. Après, ça dépend vraiment de chaque territoire, puisque nous, sur l'Hérault, on a plusieurs dispositifs, en tout cas, qui peuvent aider. Il n'y a pas que le dispositif de l'emploi accompagné, il y en a d'autres qui sont portés aussi par Cap Emploi et qui peuvent peut-être aider certaines collectivités locales. Et après, il y a effectivement les aides du FIP, surtout sur les collectivités locales, qui peuvent être intéressantes. Mais j'ai pas d'autres listes. Alors, une autre question. Pouvez-vous préciser quelles aides financières existent pour les employeurs et structures dans l'emploi des personnes en situation de handicap psychique? Alors là, la réponse, elle est assez simple. Tout ce qui est secteur privé, c'est du côté de l'AGFIP qu'il faut se tourner. Et donc, il y a des aides financières soit sur le poste de travail, soit des dispositifs qui peuvent aider les entreprises dans le cadre du recrutement et du maintien dans l'emploi. Et du côté public, c'est le FIPHFP, le FIP, qui propose les mêmes dispositifs. Alors, Pierre, êtes-vous toujours intéressé pour évoluer sur un poste administratif ou préférez-vous rester sur votre poste actuel? Si je trouve un emploi intéressant qui correspond vraiment à mon projet, qui soit un CDI, parce que je ne quitterai pas un emploi comme chez Leroy Merlin, quoi. C'est une grande chance d'être intégré dans Leroy Merlin, chez Leroy Merlin. Et si je trouve un poste qui me correspond peut-être un peu plus, pourquoi pas y réfléchir. Mais pour l'instant, je suis content d'être à Leroy Merlin, je suis bien sur mon poste actuel, tout de même. Et ton poste te plaît? Il y a comme partout, il y a des aspects positifs et négatifs. Il y a des choses que j'aime bien, des choses que je préfère un peu moins, mais l'ensemble est assez enrichissant. Est-ce que, du coup, tu gardes toujours en ligne de mire l'idée d'aller sur un poste un peu plus administratif? Mais comme je vous dis, si je trouve quelque chose de plus intéressant que Leroy Merlin, mais bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité, donc pour l'instant, je reste chez Leroy Merlin. Ouais. Ok, merci Pierre. C'est une piège aussi. Comment et vers quel organisme se tourner pour devenir conseiller en emploi accompagné? Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus, Cécile?
Généralement, c'est des profils CIP, CESF ou éducateur et moniteur éducateur ou EduxP, enfin voilà, ou psychologue du travail aussi. Donc ce genre de profils qui sont embauchés sur les plateformes. Et ensuite, les organismes, après, en fait, comme c'est des plateformes, c'est porté par des associations. Donc nous, je vous les ai cités sur l'Hérault, les trois, APSH 34, APF France Handicap et FRESS. Mais sur d'autres départements, c'est peut-être d'autres associations. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ce dispositif a un bel avenir devant lui, puisque donc là on augmente, mais c'est pas que sur l'Hérault. Il y a pour 2027, on est censé passer de 10 000 accompagnements à 30 000 accompagnements en France. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de postes qui vont s'ouvrir. Et ça, après, bon, c'est sur des recherches classiques, je pourrais pas vous donner. Il y a quand même un site il y a quand même un site qui s'appelle le CFEA Emploi Accompagné, où vous pouvez peut-être avoir des infos dessus. Et maintenant, il va y avoir un master aussi qu'on va pouvoir passer en tant que conseiller emploi accompagné. Oui, effectivement, pour compléter, Cécile, il y a le collectif de l'emploi accompagné, CFEA, qui recense sur le territoire les organismes qui proposent ce dispositif d'accompagnement. Il y a une formation au job coaching, entre guillemets, et puis une formation à la méthode IPS qu'évoquait Cécile. Dans les commentaires, là, je voyais par exemple sur Toulouse, il y a une association qui s'appelle Route Nouvelle qui porte un service de réhabilitation psychosociale et qui déploie le dispositif d'emploi accompagné sur le territoire. Donc, il faut regarder qui est porteur à chaque fois, dans chaque département, du dispositif d'emploi accompagné. Alors, encore une question. Une fois en emploi, constatez-vous un taux d'arrêt maladie important? Comment est-ce géré par l'entreprise? C'est parti, une personne qui a la main. Alors, pour le coup, c'est un de nos plus assidus, Pierre. Donc, non, là, pour le coup, il n'y a pas de lien fait par rapport à des arrêts maladie plus importants. C'est intéressant parce que c'est souvent l'angoisse, hein, c'est la crainte de l'arrêt maladie et de l'absentéisme, qui est une réalité dans certaines situations. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est que ce qui génère la multiplication des arrêts maladie et de l'absentéisme, c'est quand on ne peut pas en parler. C'est quand finalement on est obligé de garder pour soi éventuellement les difficultés que l'on rencontre, on doit tenir et en fait on s'épuise. Et donc souvent l'arrêt maladie, c'est une manière de respirer, de reprendre un peu d'air et puis on revient au travail. Si on peut en parler, s'il y a un espace et qu'éventuellement il y a des petites adaptations qui sont faites et qu'il y a une oreille vers qui on peut se tourner, d'ailleurs ça peut être un service social, hein, je pense à une situation d'une personne avec qui j'ai travaillé, qui, elle, savait qu'il y avait un service infirmier dans l'entreprise et c'était l'endroit où, quand elle avait un moment plus difficile, un coup de moins bien, eh ben, elle allait passer 2 heures là-bas, reprendre des forces et pouvoir revenir au travail. Et donc, ça lui permettait de ne pas être absente. S'il n'y avait pas ce service-là, elle n'irait pas au travail, même en anticipation de crainte de ne pas tenir la journée. Je rebondirais aussi, c'est vrai que moi je peux le constater, Pierre, bon, c'est un exemple où il n'y a pas du tout d'arrêt maladie et il est très assidu, mais sur les 20 accompagnements que j'ai, j'en ai maintenant pas mal qui sont en emploi et j'ai le même retour et le même constat des entreprises. Et je pense qu'effectivement le fait qu'on soit un petit peu derrière au cas où pour pouvoir un peu de temps en temps souffler, discuter, ça fait dégonfler un peu certaines situations et on évite certaines périodes d'arrêt maladie. De la prévention par rapport à ces arrêts maladie. C'est ça. Alors, quel accompagnement vers une reprise de travail existe-t-il pour des personnes atteintes de troubles psychiques qui ne souhaitent pas se tourner vers la MDPH? Alors, c'est vrai que ça n'est pas très généralisé. Ce qui existe aujourd'hui est assez fléché pour des personnes qui ont une reconnaissance du handicap ou en tout cas
qui sont orientés par France Travail et les anciens Cap Emploi. Il n'empêche qu'il existe des associations, des structures, je pense à des réseaux tels que le réseau ARIM, qui est en partenariat, qui a créé un collectif avec 2 autres associations qui accompagnent des personnes qui n'ont pas forcément de reconnaissance de leur handicap. Je pense à des dispositifs comme les Clubhouse qui existent et qui accompagnent des personnes qui ne sont pas forcément reconnues par des MDPH, et puis des structures privées aussi qui accompagnent la reprise du travail. Et ce qui est intéressant dans votre question, c'est que ça pointe, ça met l'accent sur cet enjeu qui est ce moment de la reprise, qui est souvent très peu accompagné, c'est-à-dire souvent après un long arrêt maladie. Ce temps-là est très mal accompagné quand on n'a pas accès à un dispositif tel que l'emploi accompagné. Or, c'est très stratégique de pouvoir le préparer, établir un dialogue avant même que la personne revienne au travail, parce que sinon, on est sur des changements de rythme qui sont très brutaux, beaucoup d'anxiété de la part de la personne et de l'entreprise, et que donc tout ce qui va faciliter le dialogue, la préparation, la progressivité va être un facteur d'augmentation du temps de maintien en emploi et de la pérennité du retour au travail. Alors, on va prendre encore quelques questions. Alors, tout le monde peut faire le dispositif du ODE ou faut-il être dans une entreprise? Alors non, il n'y a pas besoin d'être dans une entreprise. Au contraire, ça s'adresse plutôt à des personnes qui ne sont pas en emploi. Et c'est pas tout le monde parce que pour le coup, ça s'adresse plutôt aux personnes en situation de handicap. Hein. Mais toutes les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier de ce dispositif. Les personnes en souffrance psychique ne risquent-elles pas d'être plus que d'autres la cible de harcèlement de pairs ou de supérieurs? Alors, c'est une bonne question et par rapport à la dangerosité, c'est exactement ça qu'on voit. C'est que, en fait, les personnes qui ont des troubles psychiques sont statistiquement pas plus dangereuses ou agressives que dans la population générale. Par contre, il y a une vulnérabilité, c'est-à-dire que certaines personnes en souffrance psychique et en difficulté psychique ont une réelle vulnérabilité et sont parfois plus souvent la cible d'actes malveillants. Donc ça, on le retrouve un peu partout dans la population. Et donc, je ne vois pas pourquoi ça ne se retrouverait pas dans le monde du travail. Néanmoins, attention à ne pas faire de raccourcis. Ce n'est pas pour autant que toutes les personnes qui ont des troubles psychiques sont vulnérables. Et ce qu'on voit dans les parcours de rétablissement et notamment de rétablissement professionnel, c'est que on développe une très grande connaissance de soi. C'est-à-dire que, en fait, Pierre, pour en arriver là où il est aujourd'hui, il y a un travail qui est fait sur dans quelles conditions j'arrive à travailler, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes limites, qu'est-ce qui est facteur de stress ou pas pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi et ce auquel je tiens et pour lequel je vais être mobilisée. Et en fait, toute cette réflexion sur soi amène à une grande connaissance qui fait qu'on peut être plus alerte aussi, plus en vigilance et s'éloigner de personnes qu'on peut percevoir aussi, par exemple, comme toxiques ou de situations particulièrement stressantes pour soi. Donc, attention à ne pas faire de raccourcis par rapport à ça. Mais il y a un risque de vulnérabilité, c'est sûr. Alors, Pierre, avez-vous des temps de pause adaptés? Vous sentiez-vous à l'aise dès le début pour évoquer vos difficultés avec votre responsable?
Mais le temps de pause adapté, comme tout le monde, j'ai droit à 20 minutes lors des journées de 7 heures d'affilée, et une pause d'1 heure quand on fait une journée à 9h17 ou 7h15, enfin, des horaires normaux, quoi. Et pour les difficultés à être responsable, ouais, j'essaye d'en parler le moins possible, quoi, de pas me, ça m'a eu peut-être causé du tort auparavant, donc du coup, j'essaie de paraître pour une personne normale qui a pas de soucis, donc du coup, d'en discuter, c'est un peu plus compliqué, quoi. Aujourd'hui, j'essaie d'éviter au maximum. Qu'est-ce qui t'a causé du tort, pardon, Pierre, Hmm. au début? Qu'est-ce Mais qui t'a causé du pas dans tort au début? l'entreprise, même avant dans mon parcours, quoi, dans pareil, peut-être je suis passé pour une fillette qui se plaint, des trucs comme ça, quoi. C'est pas un homme, il assume pas, des choses dans le genre. Alors, du coup, ben, maintenant, ça m'a fait créer une carapace, je m'isolais un peu, et d'avoir retrouvé le boulot, de me resocialiser sans forcément en parler de mon handicap, ben, ça m'a fait du bien. Peut-être être moins dans la plainte ou la Voilà, difficulté, quoi. De mettre l'accent sur la difficulté. C'est voilà. un des enjeux hein, quand on est dans ce processus de rétablissement, c'est qu'il y a un moment où on a perdu espoir, on a perdu confiance en soi, on a perdu espoir et on a intégré quelquefois même la stigmatisation et les stéréotypes. C'est tout le processus d'auto-stigmatisation et finalement on se dit, bah oui, c'est normal que je trouve pas de travail parce que finalement je suis pas aussi compétent, je suis pas aussi alerte et je mérite pas finalement un job comme tout le monde. Et c'est vrai que c'est là où l'accompagnement est très précieux. Et Cécile t'en a témoigné, c'est à un moment comment cet accompagnement-là, il vient redonner espoir, il vient redonner confiance, il permet d'oser, de libérer et de dire, allez, on essaye, on va voir. Et puis c'est en faisant qu'on voit ce que ça nous apporte et se reconnecte avec ses compétences, on se reconnecte aussi avec le plaisir du lien social et de l'activité. Donc c'est déterminant. Et moi j'ai été intéressée dans votre témoignage aussi par le fait que vous avez parlé il n'y a pas eu de jalousie en fait ou de sentiment d'inéquité dans l'équipe. Or, c'est souvent une préoccupation hein, des managers, des chefs de service. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en redire un mot, Marie-Charlotte, là-dessus? En tout cas, j'ai pas eu de remontée en ce sens. Parce que c'est pas le seul en fait la mission de Pierre de mise en rayon qu'il a occupé principalement, elle se fait du mardi au samedi. C'est-à-dire que ses collègues qui sont planifiés sur la même mission vont aussi bénéficier du mardi au samedi. Sauf que d'une semaine à l'autre, ils vont potentiellement changer de mission. Donc c'est pas globalement, on essaye de faire des horaires participatifs avec les collaborateurs et on rend service au maximum sur ce qu'on fait pour Pierre, on essaye de le faire pour tout collaborateur du magasin. Enfin, quand on me demande un jour de repos précis ou un week-end pour un mariage, enfin voilà, on n'est pas on va pas fermer la porte du tout à partir du moment où ça passe, où ils échangent régulièrement les horaires. Donc c'est pas un problème de fond dans l'équipe les 2 jours de repos d'affilée ou le 6-13. Voilà, on tient des tableaux d'équité bien sûr, mais pas d'égalité stricte, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, ça laisse de la place à parfois, c'est pas complètement égal pour chacun parce que les besoins de chacun sont pas exactement les mêmes, mais par contre, on écoute les besoins de tout le monde, quoi. Les besoins et les compétences de chacun, il y a des postes avec des compétences et ces compétences, elles sont de 8h à 16h au déchargement du lundi au vendredi. Voilà, tout le monde n'a pas cette compétence-là et donc tout le monde ne bénéficie pas de ces horaires-là. Voilà, la préparation de la commande client, ça s'effectue entre 6h et 20h du lundi au dimanche. Donc quand on a cette compétence-là, on travaille du lundi au dimanche. Voilà, ça dépend, voilà, il y a une dizaine de missions et donc tout autant de compétences sur chacun des postes et donc ça crée un nombre de planning vraiment différent pour chacun, quoi. Donc, c'est impossible de tenir une égalité parfaite, donc et ça c'est plutôt intégré pour tout le monde. On prend encore une ou deux questions?
Juste, je voulais me permettre de répondre à une des questions que j'avais vues. Ça pouvait surprendre certains qu'avec Cécile, on se voyait sans Pierre. Et donc, parce que aussi avec Cécile, j'ai des collaborateurs qui sont en souffrance ou qui sont en train de constituer des dossiers RQTH. Et donc, on n'a pas envie d'en parler avec Pierre puisque ça ne le regarde absolument pas. Mais par contre, Cécile nous conseille aussi sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça que parfois Cécile elle vient, effectivement on parle Pierre oui ça va, hein, tout va bien. Et par contre après voilà, j'ai certains collaborateurs de l'équipe qui apprennent certaines diagnostics et qui vivent des difficultés et nous et là on s'oriente vers Cécile sur le maintien à l'emploi. Après le collaborateur accepte ou pas, mais voilà, au moins on est capable de lui dire tiens tu sais que ça existe. Voilà, sans dépasser, comme je disais tout à l'heure, le cadre légal. Et Pierre peut servir de ressource aussi. Hein. On a même conseillé à cette personne d'en discuter avec Pierre. Voilà. Et Pierre a partagé son témoignage et son ressenti sur l'accompagnement de Cécile. Donc ça, c'est une vraie force aussi. Un peu de péridance. Super. Alors Cécile, est-ce que tu peux parler un peu plus précisément de la méthode IPS et pas IPF? IPS qui signifie en anglais Individual Placement and Support et qui est traduit en français par l'emploi accompagné. Cécile, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, la particularité de l'approche? Ouais, je vais retourner dans mes cours. Heureusement que tu l'as dit en anglais parce que je l'aurais pas dit. Donc, une approche qui est centrée sur le pouvoir d'agir de la personne. Elle a été théorisée par une travailleuse sociale, c'est Deborah Baker et le docteur Robert Drake entre 1993 et 1998. Et le rétablissement, il est au centre de cette méthode. Et en fait, on part vraiment sur toujours le pouvoir d'agir, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va au plus proche de ce qu'elle a envie. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure du pilote d'avion parce que c'est le plus facile à donner. Et il y a surtout une particularité dans la méthode IPS, c'est que cette méthode dit qu'il faut la stratégie du place and train, donc c'est déjà placer en emploi et ensuite former. Donc eux, ils parlent de placer en emploi. Moi, je le décale un peu dans ma pratique professionnelle puisque j'ai toujours peur un peu l'emploi, que si ça fonctionne pas, ça puisse faire un échec. Je commence toujours par des stages, mais malgré tout, je m'amuse un peu avec ça aussi, entre guillemets. C'est-à-dire que parfois, oui, tu veux aller tester ce métier, on va le tester par un stage, et ça sera peut-être un peu moins douloureux si ça fonctionne pas que d'aller tout de suite chercher un emploi. Donc voilà, elle est fondée quand même sur cette stratégie de place and train. C'est très important hein, parce que c'est vraiment l'idée qu'il faut privilégier le fait que la personne elle soit en activité professionnelle. Alors comme tu dis, Cécile, c'est pas forcément en emploi CDI tout de suite, mais être en activité professionnelle et qu'on arrête de préparer tout le temps les gens à être employables. La philosophie d'IPS, c'est de dire l'employabilité, elle se fabrique si on se teste finalement, si on s'éprouve, si on expérimente le travail. Et Pierre, s'il avait dû postuler sur ce poste-là avant d'avoir fait ce duodé, avant d'avoir fait le stage, il se serait mis des barrières, il aurait dit non, je suis pas capable, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et c'est en rencontrant, en allant chez Leroy Merlin, et d'ailleurs peut-être qu'il ferait pas la même chose ailleurs, il y a plein d'autres dimensions qui se jouent dans le fait d'avoir envie de travailler et de se sentir bien dans un emploi. Et donc, vraiment, la méthode d'IPS, elle propose un accompagnement, comme tu le disais, Cécile, très sur mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. On se voit pendant 8 semaines, pendant 1 heure. C'est en fonction des besoins de la personne. Elle est pensée là où est la personne. Donc, on arrête d'être dans un bureau au sein de France Travail. On va au plus proche de là où elle est la personne dans sa recherche d'emploi. Et on privilégie le fait d'être dans l'activité et que c'est ça qui fabrique l'employabilité et en privilégiant l'accès au milieu ordinaire. Et comme tu disais, l'empowerment, c'est quoi l'empowerment? C'est à nouveau de décider pour soi. C'est-à-dire que le grand drame, entre guillemets, des troubles psychiques et du handicap psychique,
c'est que les gens extérieurs à vous passent leur temps à vous dire ce qui est bon pour vous, ce que vous allez pouvoir faire ou ne pas faire. Donc, les médecins vont vous dire que vous allez devoir prendre un traitement à vie, que ce médicament va avoir des effets secondaires, qu'il va falloir faire attention au travail, que ça ne vous fasse pas rechuter. Vos proches ou vos parents vont vous dire attention, ne fais pas un travail stressant parce que ça va te mettre en risque. Et finalement, vous savez plus ce qui est bon pour vous, vous ne décidez plus de votre vie. Or ça, on ne se rétablit pas quand on ne décide pas de sa vie. Et l'enjeu, c'est de laisser la place à la personne à décider à nouveau pour elle. Voilà, on va terminer ce webinaire sur cette méthode-là. N'hésitez pas à aller faire des recherches, notamment il y a le site de Working First à Marseille qui met beaucoup d'informations sur cette approche-là disponible en ligne si ça vous intéresse. Merci infiniment à vous tous. Bravo, vous avez absolument réussi de tenir le timing, laisser la place aux questions et à tous les participants. C'était vraiment pas facile. Merci à Pierre pour votre témoignage. C'est toujours un exercice de style pas évident. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. On se quitte donc pour le webinaire d'aujourd'hui. Sachez qu'on fait un webinaire sur les jeunes et la sensibilisation des jeunes à la santé mentale courant novembre. Donc, sur le même principe, avec des acteurs de terrain et des personnes concernées qui témoigneront également. Merci à vous tous. Et si vous avez 3 minutes pour répondre à notre questionnaire de satisfaction, ça nous aidera à bien positionner les webinaires pour la suite. On vous souhaite une très bonne journée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que on vous met à disposition des documents relatifs aux différents webinaires et notamment un document ressources où vous retrouverez beaucoup de numéros utiles, de sites d'associations, le site de la PSH, ainsi que des références bibliographiques. Très bonne journée à vous tous et bonne continuation. Et merci à vous 5. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.